Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à ce 95e épisode de Dans les Gradins. Où l'épisode? Ce sera Matt Duchesne, il n'y a pas grand choix à part ça, bon, Mathieu. Ça. OK, c'est vrai qu'il y a un meilleur choix que Burakovsky. Il était le seul joueur qui me venait en tête. Et aujourd'hui, à l'épisode, bon, c'est pas compliqué, segment mise en échec, on jase de deux sujets importants dans le monde du hockey. Premièrement, le format des séries éliminatoires qui pourrait décourager certaines équipes et a certainement découragé Bill Guérin et le Wild du Minnesota lors de la dernière rencontre des grands dirigeants de la Ligue ainsi que les dirigeants des équipes justement dans la LNH. Et par la suite, on va jaser du côté du protocole, plutôt de système de sécurité, là, qui est notamment mené par George Parros. Il y a eu un incident entre Radko Gudas et Auston Matthews. Et là, on reproche énormément George Parros et son équipe pour les actions qui ont été prises par la suite. On en jase, bien évidemment. Par la suite, un petit segment côté, là... Pardon, j'ai complètement oublié de quoi on allait parler par la suite. Je l'ai même pas écrit. Ah, c'est vrai, je l'ai même pas écrit sur mon truc. Alors, comment ça du début? What the hell? Pourquoi j'ai pas écrit? Ah ouais, Christophe parle de Coupe d'Afrique des Nations. Ok, j'en commence ça. Je pensais qu'il y avait un nom, puis j'ai juste vraiment blanqué fort. Ok, du début, ça repart. 3, 2, 1. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à ce 95e épisode de Dans les Gradins. Où l'épisode? Matt Duchesne. Légende, Matt Duchesne. 82 points l'an dernier, Matt Duchesne. Ça, c'est en passant. Hey, aujourd'hui, pour ce 95e épisode, c'est pas trop compliqué. On débute avec notre segment Mise en échec, où on parle de quelque chose assez controversé dans le monde du hockey, c'est-à-dire le format des séries éliminatoires. Séries éliminatoires qui arrivent à grands pas. On en a jasé hier. Je dis écoute, je parle à des grands dirigeants de la Ligue nationale de hockey qui en ont jasé par rapport à ce format-là, dans l'idée de peut-être le reconstruire ou le ramener à ce que c'était avant, c'est-à-dire le format 1 contre 8, 2 contre 7, etc., etc. Par la suite, on jase de George Parros et son équipe par rapport aux certains protocoles de sécurité qui sont amenés dans la Ligue nationale de hockey et bien sûr de l'incident entre Radko Gudas et Auston Matthews. Auston Matthews, qui soit dit en passant, est blessé pour le restant de la saison à la suite du contact genou à genou qui s'est passé. Et finalement, on jase de la Coupe d'Afrique des Nations et de ce scandale entre le Sénégal et le Maroc, où le Maroc s'est vu offrir plutôt le titre de la Coupe d'Afrique des Nations. Le foot qui est devenu extrêmement politique, je dis devenu, on en jase à quelques reprises déjà là, hors honte. Ça a été politique depuis plusieurs années maintenant, mais là, ça a pris un énorme tournant. Et finalement, le segment sporadique et nos 3 étoiles de la semaine pour bien finir ce 95e épisode. Mais tout d'abord, Phil, on parle du format des séries éliminatoires dans ce segment mise en échec. Personnellement, regarde, mon opinion est assez simple. Je veux qu'on vienne à ce format 1 contre 8. Puis le format qui existe présentement, c'est qu'on y va division par division. La première équipe dans la division de l'Atlantique va affronter une équipe qui est dans une position de wild card. 2 contre 3 dans cette division-là vont ensuite s'affronter. Ce qui écoute, certainement va permettre des matchs incroyables de premier tour, mais ne laisse pas nécessairement les meilleures équipes se rendre un peu plus loin dans les séries éliminatoires. On passe notamment à la division centrale qui est beaucoup trop stacké et de pourquoi Bill Guérin, justement, on en avait jasé. Écoute, tu l'as justement lu cet article-là par rapport à ce que Bill Guérin avait à dire. Parle-nous un peu de ce que le GM, justement, du Wild avait à prononcer là-dessus. Ouais, écoute, Bill Guérin, c'est certain que ça a été un des premiers à critiquer ce système-là cette année. Évidemment que son équipe est probablement l'équipe la plus défavorisée par le système en place présentement. Donc, je pense que les préoccupations, en tout cas ce que Bill Guérin a exprimé, sa frustration, c'est largement dû à ce qui se passe cette saison. Je pense pas que c'était nécessairement quelque chose qu'il évoquait dans le passé, auparavant. Je pense que c'est vraiment dû au positionnement de son équipe au classement cette année. Donc, écoute, je pense que certainement, il est un peu biaisé à ce niveau-là. Donc, peut-être pas la personne qui a le meilleur avis ou la position la plus objective sur le sujet présentement. Mais ouais, Bill Guérin qui, quand même,
écoute, a critiqué assez vivement ce système-là. Il y avait quand même là, certains points sur lesquels il était un peu plus en accord, j'ai envie de dire, Bill Guérin. Donc, c'était pas tout noir ou c'était pas tout blanc. C'est un peu ça aussi qui s'est passé dans cette réunion des directeurs généraux-là de la LNH. Ça se déroulait de lundi à mercredi cette semaine. Et c'est des zones grises qui sont toujours soulignées par les directeurs généraux. Il y a toujours des clarifications qu'on tente de se procurer. Puis Bettman, qui lui est au sommet de tout ça, on a l'impression qu'il y a un peu une aura d'empereur là, dans quelques sens, j'ai l'impression. En quelque sens, Gary Bettman, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont en désaccord avec ses propos, ses façons de procéder. Puis, il mène un peu, il fait un peu à sa tête, il fait ce qui lui semble bon, j'ai envie de dire. Ça fait quand même longtemps qu'il est au pouvoir là, de cette ligue, Gary Bettman. Puis, c'est les mêmes critiques qui reviennent assez souvent, j'ai entendu. Bettman est très confortable dans le système qu'il a présentement. Ce qu'il faut comprendre de ce personnage-là de Gary Bettman, selon moi, je pense vraiment pour moi, le point principal ou la caractéristique première de Gary Bettman, c'est la parité. Il est très pro-parité dans la Ligue nationale. Il essaie de faire en sorte que la Ligue soit aussi égale que possible. C'est ça un peu la ligne directrice de son mandat. Je veux dire, l'année prochaine, on sait déjà qu'il va ajouter 2 matchs au calendrier parce qu'il veut justement égaliser tout. Il veut que ce soit le même nombre de matchs, un nombre de matchs exact face à tous les opposants de sa propre division. Ce que je comprends. Puis ça enveloppe un peu, là. Bon, c'est un exemple, si vous voulez, c'est un microcosme de tout ce qu'il fait dans cette ligue-là. Et puis, un autre endroit où on voit justement sa préférence pour la parité, c'est dans le système de séries éliminatoires qu'il a choisi, j'ai l'impression. Il veut que la première ronde soit une ronde compétitive avec des équipes qui sont plus ou moins égales, plus ou moins nivelées en termes de talent, de capacité. Puis c'est ça que son format actuel fait. Donc ça donne lieu à des matchs de première ronde, à des séries de première ronde qui sont très compétitives, qui n'est pas nécessairement une mauvaise chose parce que dans un sens, je me dis, ces équipes-là sont susceptibles de se rencontrer tôt ou tard dans les séries. Peut-être que ça va nous donner du meilleur hockey si c'est en première ronde où les équipes sont peut-être un peu plus reposées, voire. Oui, il y a une équipe, malheureusement, qui avancera pas au prochain tour, mais tu sais, cette équipe-là, que son parcours se finisse au premier ou au deuxième tour, ben, c'est la même histoire. Tu as été éliminé. Donc, regarde, c'est sa philosophie à Bettman. Et puis, je pense que ce que tout le monde là est assez d'accord pour dire, c'est que ça donne du hockey très compétitif quand même. Il n'y a aucune garantie aussi en première ronde, dans un sens. C'est là qu'un format 1-8, peut-être, tu sais, si par exemple, une équipe là, comme le Colorado cette année, tu sais, oui, pour eux, ça aura pas nécessairement. Non, pas le Colorado. Disons les Stars qui vont finir deuxième, qui affrontent au premier tour une équipe comme, je sais pas. Le Wild. Cette année, ça serait le Wild. Non, mais là, je te parle d'un format 2-7. Là. Ah, ça serait Vegas. Ouais, qui affronte une équipe comme Vegas. Vegas est devenu. Vegas est 7e. OK. Qui affronte une équipe comme Vegas où ça pourrait être, je sais pas s'il y a d'autres qui finit là, ou ça pourrait être peut-être Utah, voire aussi. Bon, est-ce que ça, c'est un match-up qui est intéressant? Peut-être un peu moins. En tout cas, pour moi, il y aurait un favori assez clair dans ces scénarios-là. Donc, mais ce que ça fait, ce format-là, c'est que ça
désavantage, c'est des équipes comme ça, des équipes comme Vegas ou Minnesota, par exemple, qui sont visiblement très fortes, là, qui sont parmi les puissances de la Ligue, puis qui, normalement, devraient avoir droit à un match-up plus facile, en théorie, en première ronde de série, et qui, là, sont forcés plutôt d'affronter des colosses, là, des grands gaillards quand même, en première ronde. Puis bon, pour ces équipes-là, c'est malheureux, mais je pense qu'il faut regarder ça faut prendre ça avec un grain de sel quand même, parce que la situation cette année est assez anormale. Comme tu vois pas ça typiquement des équipes qui finissent, qui sont les 3 premières de la division, qui sont également les 3 premières du circuit ou presque là, aux dernières nouvelles. Fait que regarde, je pense que c'est une situation exceptionnelle cette année, puis ça peut justement faire en sorte qu'il y a des gens qui s'emportent un peu comme Bill Guérin, puis que tout à coup, une discussion qu'on n'avait pas nécessairement en profondeur avant devient quelque chose de premier plan. Fait que, ouais, je pense que c'est clairement là une réaction peut-être un peu exagérée ou une réaction un peu brutale là, à ce qui se passe présentement dans le circuit. Puis, je pense que, écoute, sinon, c'est quand même un modèle qui a bien performé, celui qu'on a présentement, puis ça favorise aussi, pour des gens qui aiment, qui aiment les rivalités, ça favorise ça aussi en première ronde, parce qu'on va souvent voir ces mêmes équipes, 2-3, qui vont on a vu, ça a été le cas avec les Bruins puis les Leafs, par exemple, ou, écoute, des équipes comme ça qui vont peut-être se rencontrer en première ronde, ça crée comme une Dallas, historique. Colorado. Ouais, Dallas, Colorado. Mais ça crée une historique comme ça. Puis, bon, on a vu les Kings aussi avec les Oilers. Là, ça, c'est une longue saga. Fait que, dans un sens, ça peut favoriser ce genre de rivalité-là aussi. Donc, il y a quand même, je pense, des points positifs. Il y en a qui disent aussi que ça rend la saison régulière inutile en quelque sorte. Puis, bon, du point de vue d'une équipe comme Dallas puis Minnesota, je comprends un peu cette frustration-là du fait qu'ils ils se sont battus pour quand même obtenir tous les points qu'ils ont au classement. Puis, bon, ça fait pas en sorte qu'ils empochent grand-chose. Fait que oui, c'est vrai, mais je pense aussi que la saison régulière est plus compétitive que jamais. Puis on a des courses jusqu'à la fin, jusqu'au dernier match de la saison pour voir qui va entrer en série. Donc, de dire que la saison régulière est inutile, je sais pas. Puis je pense qu'elle nous procure quand même beaucoup de divertissement. Puis que, certes, il y a quelques équipes qui sont peut-être désavantagées, mais font partie de la minorité. Puis c'est un mal pour un bien, parce que ces équipes-là, de toute façon, vont devoir traverser des épreuves plus difficiles dans leur parcours, et qu'ils le fassent en première ronde, qu'ils le fassent en deuxième ronde. OK. Vois-tu, je suis d'avis complètement contraire. Je trouve que ces séries-là devraient revenir à un format 1-8, parce que c'est un peu genre à l'inverse de ce que tu dis, parce que moi je trouve que c'est une épreuve de méritocratie, cette saison régulière-là. Oui, elle est compétitive, oui, elle est bien, mais l'une des raisons de pourquoi tu veux finir plus haut dans le classement général, c'est justement d'affronter des équipes qui ne sont pas rendues au même endroit que toi. Puis de voir quelque chose de triste un peu dans la centrale, comme Stars Wild, qui va être de loin le meilleur affrontement de premier tour cette année. Si la tendance se maintient, puis je pense pas que ça va pas se maintenir avec l'écart qu'il y a entre justement la 3e et la 4e position dans la centrale, je me dis que c'est bien d'aller chercher cette première position-là, mais si c'est inatteignable, tu as quand même fini 2e, et tu as fini 2e dans la ligue complète, et tu vas faire face à la 5e meilleure équipe dans le circuit Bettman cette année, en Wild du Minnesota, et là je parle des Stars de Dallas. Je me dis que c'est un peu dommage. Puis là, évidemment, c'est un match de première ronde où tu affrontes une très bonne équipe, et donc tu vas brûler énormément d'énergie. Peut-être une série qui va se rendre à un match ultime, un match numéro 7, pour affronter une équipe qui est, écoute,
97% des chances qu'elle sera moins bonne parce que tu n'affronteras pas le Colorado de toute façon, puisqu'ils seront dans l'autre partie justement du bracket. Et bon, tu vas finir par juste complètement avoir aucune énergie pour la deuxième ronde, ce qui va faire en sorte que ça va être beaucoup plus difficile d'aller plus loin en séries éliminatoires. Puis tu auras fait énormément de travail pour te rendre là. Et tout ça pour finir deuxième ou troisième dans la meilleure division que le hockey n'a pas vue depuis quelques années maintenant. Moi, je trouve que la méritocratie n'est pas nécessairement là, puis ça donne pas une énorme récompense pour les équipes d'aller chercher plus haut. En fait, plus bas qu'une deuxième position. Fait que tout le monde va essayer de se battre pour la première position, affronter une équipe qui serait 7 ou 8e au classement général du côté de la wildcard. Puis, écoute, faire en sorte que tu as un affrontement de première ronde qui est extrêmement favorable. Arrivant en deuxième ronde, tu n'es pas nécessairement complètement épuisé. Tu affrontes une bonne équipe, certes, mais une équipe qui a probablement battu, c'est probablement battu beaucoup plus que toi pour se rendre là et avoir peut-être un laissez-passer un peu plus tranquille aussi pour un troisième tour et la tendance se maintient. Si on regarde côté ancien format de la Ligue, j'ai fait les deux tableaux pour l'Est et l'Ouest. Présentement, dans l'Ouest, ce serait Colorado-Seattle en première ronde. Et là, on parle de présentement, là, il y a 68 matchs pour la plupart des équipes de jouer. Ce serait Edmonton-Anaheim pour l'affrontement 5-4 qui après ça affronterait ultimement Colorado. Je doute que Seattle se rendrait en deuxième ronde à cet affrontement-là. Minnesota-Utah. Vegas-Dallas. Vegas-Dallas, c'est juste parce que Vegas a connu une saison régulière horrible pour son standard, mais ce serait clairement le meilleur affrontement de la première ronde. Sinon, je trouve que tous les affrontements font du sens. C'est extrêmement logique parce que c'est des équipes qui... il y a clairement un affrontement, une équipe qui est supérieure à l'autre en première ronde, mais ils le méritent parce qu'ils se sont rendus là. Du côté de l'Est, tu as Caroline-Détroit en première ronde, tu aurais Pittsburgh-Montréal qui affronterait le gagnant de cet affrontement-là, Tampa Islanders et Boston-Buffalo qui finirait le 2-7 en bas de tableau. Encore là, Montréal-Pittsburgh, deux équipes qui ont connu de superbes saisons respectivement dans le circuit. Si je ne me trompe pas, 7 et 8 au classement général présentement. Puis ça serait, écoute, pour moi, de loin l'affrontement le plus intéressant. Il y aurait Boston-Buffalo aussi qui serait un affrontement assez rude là, en fond de bracket, en fond de série. Mais sinon, je trouve que c'est extrêmement logique ce qu'on ferait avec le 1-8. Puis personnellement, je n'ai jamais aimé ce qu'on fait avec les divisions puis les affrontements de division avec l'idée de la wildcard et tout. À voir si le message sera passé pour le format des séries éliminatoires, mais j'aime voir qu'il y a des opinions qui divergent par rapport à ça aussi. C'est ce qui fait en sorte qu'il y a un débat à avoir, puis de toute façon, c'est pas nous autres qui va faire la dernière décision par rapport à tout ça. Chose qui est certaine, c'est que cette année, ce sera pas un format 1-8 et que Montréal va affronter Tampa et que les chanceux des Penguins de Pittsburgh vont affronter les pauvres Islanders de New York. Présentement parlant en première ronde. Mais toi, tu détestes les Islanders aussi. C'est une équipe qui joue... mal au hockey, mais qui joue bien en même temps. C'est bizarre à expliquer. Bref, c'est une haine un peu que tu as envers les Islanders. C'est ce que j'ai compris depuis le début que l'on fait ces balados-là. Hey, Phil, parlons hockey un peu plus longtemps parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans le monde du hockey, notamment entre Radko Gudas et Auston Matthews. Si vous n'avez pas vu ce clip-là, dans le fond, Radko Gudas, qui est d'ailleurs l'un des joueurs les plus suspendus de l'histoire de la Ligue nationale de hockey, en a sa 5e offense, a fait un contact genou à genou qui est de base une pénalité double binaire, si je ne m'abuse, là, pour être un 4 minutes, cette pénalité-là, envers Auston Matthews, qui aussi est l'un des meilleurs joueurs de la Ligue présentement, a envoyé Matthews à l'hôpital pour le restant de la saison. Un copie de 5 matchs et d'un appel conférence qui ne s'est pas fait face à face, c'est fait au téléphone. Et ça a suscité énormément de rugissements sur les réseaux sociaux et même par rapport à des joueurs de la Ligue nationale de hockey, notamment Connor McDavid, qui a parlé par rapport à ce sujet-là. Et je suis pas surpris que quelqu'un comme... écoute, tu peux me corriger si tu trouves que j'ai tort, mais
je suis pas surpris de voir quelqu'un comme Connor McDavid parler de ça parce que si on pense à des joueurs qui pourraient écoper du manque de sévérité par rapport aux suspensions, c'est quelqu'un d'élite comme Connor McDavid. Si on voit un joueur, mettons, je vais prendre l'exemple de quelqu'un comme Jordan Greenway, ou Nicolas Deslauriers, bref, quelqu'un comme ça qui joue sur un 4e trio, que son rôle est d'être physique et clairement qu'il n'aurait pas peur de se faire suspendre 10 matchs pour que la cause de son équipe soit la bonne, tu sais, il le ferait. 5 matchs, c'est absolument rien pour blesser un joueur élite pendant le restant de la saison. Et justement, George Parros a apparu en conférence de presse pour défendre sa position là-dessus. Des idées qui étaient extrêmement simples, des idées qui étaient très vieilles, dans l'idée que on ne veut pas changer ce que l'on fait. Notre protocole est déjà bon. On opère sur ces 3 critères qui sont le contact en tant que tel, l'historique des joueurs impliqués. Clairement, il n'a pas pensé à ça lors de la suspension de Radko Gudas et la blessure qu'il y a eu par la suite. Et encore une fois, il a fait sa décision avant même de savoir si Matthews était blessé. Il l'a avoué lui-même en conférence de presse. Il y a tellement de choses là-dedans qui ne font aucun sens. Puis, il a été suspendu 5 matchs. Pour ceux et celles qui ne le savent pas, le seul autre joueur qui a été suspendu 5 matchs durant la saison sur une incidence qui s'est passée sur la patinoire, parce qu'il a eu Caleb Jones, lui, qui s'est fait suspendre pour dopage. Et il y a aussi toute l'histoire avec Hockey Canada et les joueurs qui ont été suspendus pendant tous ces matchs-là, voire même ces années-là. Mais si on parle d'incidence dans le match, c'est Evgeny Malkin qui a décidé d'être un bûcheron qui cherchait du bois suédois, clairement, avec Rasmus Dahlin. Un contact qui était tout juste à côté de la tête. Et on a donné aussi 5 matchs. Si on compare les deux, Philippe, on est d'accord que le contact genou à genou de Radko Gudas envers Austin Matthews est beaucoup plus sévère que la tape sur l'épaule qu'a donné Evgeny Malkin au défenseur étoile des Sabres de Buffalo. Clairement. Puis écoute, je veux dire, t'as un joueur qui a joué le match d'après puis qui a continué à faire ses actions de petit coquin, j'ai envie de dire. Là, Rasmus Dahlin, quand même un joueur un peu provocateur, j'ai envie de dire. Il est détestable. Et c'est ça. Prochain match, tout était beau. Là. Il n'y avait pas plus de réparation là, à faire de son côté. Donc, clairement, le résultat dans son cas qui n'est pas fatal du tout. Donc, évidemment que ça, c'est quelque chose qui doit être pris en considération pour moi. Puis oui, ça devrait atténuer aussi les conséquences. Je comprends que Malkin, c'est un joueur qui a quand même une historique de suspension. Je suis pas tellement en désaccord vraiment pour les 5 matchs qui ont été donnés là. C'est plus que c'est équivalent à la peine de Gudas. C'est plus là qui est mon problème. Là. Parce que, Gudas, je pense avoir lu qu'il n'avait pas été suspendu en 7 ans, ce qui m'a surpris. Ouais, il a été suspendu énormément durant ces 2 années avant ça, toutefois. 4 suspensions avant 2018. C'est ça. Et puis... toujours un joueur qui frôle la limite de la légalité. On le sait, c'est un joueur qui pousse vraiment la note dans tout ce qu'il fait. Et puis, ce contact-là, évidemment, est très intentionnel de son côté. Je pense qu'il n'y a pas de doute là-dessus. On voit la jambe là, qui vraiment s'étend. Et puis, le résultat est terrible, je veux dire. C'est la perte de Austin Matthews. Oui, les Leafs, c'est pas nécessairement une équipe qui... aspirait aux séries ou quoi que ce soit. Mais les conséquences sont réelles quand même. Tu perds Austin Matthews. Pour Toronto, tu perds probablement des revenus, notamment pour ces matchs-là qu'il reste à la saison régulière, parce que c'est quand même le joueur phare de cette organisation-là. Donc, oui, les conséquences sont réelles pour cette équipe, sans mentionner aussi peut-être la possibilité de séquelles à long terme pour Austin Matthews. Bien sûr qu'on lui souhaite pas. Mais je veux dire, je peux pas imaginer que 5 matchs, ça puisse te paraître comme une pénalité qui est valable dans ce cas-là. Parce que, écoute, Gudas qui est allé d'un geste envers un joueur étoile. D'ailleurs, j'ai écouté un peu là, justement cette conférence de presse avec George Parros. Puis il a dit aussi, une de ses citations dans cette conférence de presse-là, il dit « We look at the play, not the players ». Exactement. Puis je veux dire, comme si tu fais ça,
tu fais pas ta job. Comme ton problème, il est là. Ouais. Tu dois regarder les joueurs impliqués parce que oui, c'est important. Puis je pense qu'il se contredisait aussi parce qu'en théorie, ça fait partie du processus décisionnel, mais Oui, c'est ça, parce qu'il avait mentionné qu'on regarde l'historique des joueurs impliqués. ouais. Puis après ça, Ouais. tu viens dire, on regarde l'action et non pas les joueurs. C'est Mais ça. ça, pour moi, puis là, je veux pas trop te couper, là, faire une petite parenthèse, c'est pour se défendre de l'idée qu'on croyait qu'il y avait controverse parce que George Peros a joué 75% de sa carrière avec Anaheim, puis il voulait tout simplement se défendre un peu en disant, regarde, je n'ai pas été biaisé dans cette décision ouais. parce que j'ai joué avec Anaheim. Ouais. Ça, c'est ce que je pense de cette décision-là. C'est ce que dans ma tête qui est logique, qui revient à ces propos-là. Mais encore une fois, si tu fais ça, mais après ça, tu te contredis. Bref, c'était ça ma parenthèse par rapport à ça. Ouais, dans tous les cas, c'était pas bien exprimé, c'était pas bien formulé. Puis je pense que ça démontre aussi peut-être dans sa tête, puis dans ce département de sécurité des joueurs qu'il y a peut-être une confusion ou qu'on n'est pas tous là sur la même longueur d'onde. Peros aussi, je veux dire, quand tu penses à sa carrière, c'est un joueur qui était techniquement clean parce que il n'y a pas eu de suspension dans sa carrière, si je me trompe pas. Tu parles de qui, pardon? George Peros, Ouais, bizarrement. ouais, mais bon, c'était un bagarreur quand même. Donc, est-ce que c'est la bonne personne aussi? Est-ce qu'il est peut-être pas plus apte à se ranger du côté des agresseurs dans certains cas? Parce que, bon, lui-même, en quelque sorte, en était un. Fait que, ouais. Sans trop spéculer non plus, là, on parlera Non, pas. mais. Je comprends, non, mais je Non, mais comprends quand entièrement. même, ça va avec son identité. Puis, oui, je pense que c'est un gars quand même qui a une bonne expérience hockey, puis qui pourrait certainement être utilisé dans je sais pas, écoute, dans l'administration de la Ligue nationale de hockey, peut-être qu'il y a un rôle là-dedans. Et puis, c'est un gars aussi qui a une certaine éducation, là, de ce que je comprends, ça va aider aussi à lui octroyer ce poste-là. Donc, bon, pour moi, en tout cas, je sais pas, j'ai pas été convaincu parce qu'il nous a dit dans cette conférence de presse-là. Je suis pas nécessairement rassuré. J'ai l'impression que c'est un autre cas d'un homme un peu traditionnaliste, peut-être, qui protège un peu, qui veut pas vraiment se déplacer ou déroger du système qui est en place présentement. Et puis, ça, je pense pas nécessairement que c'est une bonne chose, c'est positif parce que le jeu évolue beaucoup. C'est un jeu beaucoup plus moderne maintenant. Et quand on regarde aussi, quand on compare avec, par exemple, les décisions qui sont prises au niveau des gardiens de but qui sont protégés peut-être même à l'excès parfois. Je sais pas, on dirait qu'on prône la sécurité dans certains. Puis même les protège-coups aussi, c'est un autre point qui a été abordé Oui. dans ces discussions-là, cette réunion des directeurs généraux. Je vois que dans plusieurs facettes du jeu, maintenant, on prône davantage la sécurité. Je pense que c'est positif, c'est un tournant qu'on fait dans le monde du hockey. Mais on dirait que le département de la sécurité des joueurs n'emboîte pas à cette démarche. Et ça me dérange un peu. Puis je me demande si c'est parce que justement, celui qui est à la tête de tout ça n'est pas la bonne personne pour représenter ce département-là. Fait que, ouais, George Peros a des explications à donner encore. Selon moi, il y a des preuves à faire. Je pense que son poste-là devrait être peut-être même voire remis en question parce que je pense que on en est là vraiment. Comme je pense que Goudas, sérieusement, aurait pu avoir 10 matchs de suspension pour ça. Oui. Pour moi, ça aurait même pas été exagéré. Parce qu'il faut qu'il y ait une proportionnalité avec les répercussions sur le joueur même. Puis ça me scandalise qu'ils n'ont pas attendu de voir, ils se sont pas vraiment renseignés sur l'état de Austin Matthews après cet incident-là. Ça c'est profondément problématique pour moi. Puis, écoute, en tant qu'arbitre aussi, même en tant qu'arbitre, comme là, c'est un plus haute instance, c'est un plus haut niveau décisionnel.
mais ça, ça transparaît partout. Dans tous les échelons du jeu aussi. Puis en tant qu'arbitre, c'est évidemment que si j'allais imposer une pénalité majeure sur une séquence, ben, ça faisait toujours partie de ma réflexion. OK, est-ce que le joueur a été... est-ce qu'il y a eu des blessures ou est-ce qu'il y a eu est-ce qu'on a subi un dommage quelconque, un dommage réel, un dommage concret sur la séquence? Puis c'est certain que ça allait avoir une influence sur ma décision. Puis d'ailleurs, c'est ce qui était énoncé, c'est ce qu'on on nous dit de faire. Donc, qu'on puisse pas faire ça, qu'on ne soit pas en mesure d'inclure ça dans notre réflexion, pour moi, c'est un gros manquement. Je pense qu'on doit se poser beaucoup plus de questions parce que c'est inadmissible là, que des joueurs étoiles comme ça soient blessés dans le circuit à cause de gestes qui sont clairement répréhensibles, puis que, écoute, l'agresseur s'en tire avec des conséquences mineures. Écoute, pour Anaheim aussi, qui était impliqué dans une course aux séries, tout ça, ça compte beaucoup. Puis il s'en tire très bien avec les 5 matchs. Puis écoute, je sais pas s'il y avait un biais là ou peu importe qu'est-ce qu'il a voulu justifier du fait qu'il avait joué avec Anaheim longtemps dans sa carrière. Ça, je vais pas spéculer là-dessus, mais je pense que vraiment, là, on a manqué de jugement clairement sur cette décision-là, puis ça crée un précédent. Hein. Fait après, est-ce qu'on va revenir se baser là-dessus, puis on va encore avoir des joueurs qui s'en tirent avec des conséquences légères, des conséquences moindres? Ben, ça, c'est l'avenir qui nous le dira, mais je suis déçu de la gestion de cet incident-là, puis j'espère que ce ne sera pas justement une raison d'atténuer justement les dangers puis les risques liés au hockey. Oui, puis écoute, juste pour finir aussi, ajouter, écoute, il l'a mentionné à plusieurs reprises dans la conférence de presse, cette idée où le jeu devient de plus en plus vite et de plus en plus talentueux sur ce qu'on voit sur la patinoire. Puis il l'a mentionné tellement bizarrement dans cette idée-là où il mettait presque tout le poids sur les joueurs pour que eux s'occupent de leur... Évidemment, ils vont s'occuper de leur sécurité, mais quasiment dans l'idée que c'est un peu de leur faute si ça l'arrive autrement, parce que le jeu évolue, il devient de plus en plus rapide. Puis pour lui, c'est tout... En tout cas, c'était tellement bizarre comment il avait dit ça, mais c'était quasiment tout dans l'idée où la confiance, là, il y avait beaucoup de confiance dans ces joueurs-là, comme s'ils ne voulaient juste pas intervenir aucunement. Moi, il me donne vraiment il me donne vraiment l'impression de mentalité old school. Puis ça me plaît pas. Je pense qu'on a besoin d'amener du sang neuf dans ce département-là. Je pense pas que George Parros est l'homme de la situation, ou du moins, il faut vraiment... S'il va rester en poste, il faut vraiment qu'on se pose des questions puis qu'on revoie avec lui les principes, là, parce que présentement, c'est pas bien défini. Non, absolument pas. Puis bon, c'est ce qui se passe pour l'instant. Voulais-tu parler de l'obstruction sur les gardiens de but? Brièvement, on peut en parler un peu. Je sais que tu avais regardé un peu sur ce sujet-là, puis c'est quasiment un copie contraire de ce qu'on voit avec George Parros sur la sécurité des joueurs. À peine on va toucher un gardien que ce sera un appel des officiels immédiat. Puis là, évidemment, on en a parlé beaucoup puisqu'on a manqué cet appel-là devant Ville-Rousseau, puis ça a amené un but contre les Ducks d'Anaheim. Je sais que tu avais regardé un peu plus dans cette histoire-là aussi. Non, mais c'est ça. C'est juste, tu sais, c'est encore ce contraste-là. Comme j'ai l'impression que les gardiens sont défendus avec beaucoup de vigilance puis beaucoup d'aplomb. Puis là, tu as des joueurs étoiles comme Austin Matthews qui se font blesser, des blessures sérieuses. On parle de blessures à long terme quand même, là, dans son cas. Puis ça semble passer avec... plus ou moins de conséquences. Donc, il y a comme une discontinuité qui se fait à ce niveau-là. Mais cela dit, je suis relativement à l'aise avec ce qu'on fait du côté des gardiens de but présentement, puis comment on gère l'obstruction sur les gardiens. Oui, on est presque dans le registre de la tolérance zéro, là, comme vraiment, les contacts, même minimes, sont plus ou moins permis. Mais bon, il y a eu cette incidence
Ousso, Stutzle. Et puis, bon, c'était ce match entre les Sénateurs, les Ducks l'appel sur la patinoire qui est but. Et ça, c'est un consensus des deux officiels, de ce que j'ai compris. Puis ça, on a mis l'emphase là-dessus. On a dit durant cette réunion-là que c'était très important, l'appel sur la patinoire. Donc, je crois comprendre que ça, c'est encore un motif là, essentiel pour lorsqu'on fait ces appels-là. Puis ça, bon, je suis d'accord quand même, là, mais avec toute la technologie qu'on a aujourd'hui et les nombreuses reprises qu'on a, je pense qu'il faut utiliser ça aussi, puis être capable de mettre voir son ego de côté ou l'appel initial de côté si on a vraiment des preuves claires, puis souvent on les a avec tout ce qui est à notre portée maintenant. Il y a plusieurs directeurs généraux qui étaient d'accord pour dire que ce but-là aurait dû être refusé. C'était pas le cas. Le but a été accepté. Puis, à mon avis, là, je pense que je me range vraiment du côté des directeurs généraux là-dessus. Parce que, bon, il y a le patin de Stutzle qui est dans la peinture bleue. Donc, déjà, il est en proximité avec le gardien de but. Je pense pas que c'est un jeu dangereux. Il y a Pat Verbeek, là, le directeur général des Ducks, qui a qualifié ça d'un jeu dangereux. Pour moi, ça ne l'était pas, mais ça peut l'être si on laisse trop ça comme dégringoler, puis si on laisse trop les joueurs pousser la note. Mais je comprends qu'il y avait peut-être une certaine frustration de son côté. Le gant est clairement touché, le gant du gardien de but aussi. Puis, écoute, je pense que ça l'a gêné dans son travail aussi. Aurait facilement pu réaliser cet arrêt-là. Donc, il y a encore des zones grises de ce côté-là. Je pense que ce qui nous inquiète aussi, c'est que, bon, écoute, là, les séries approchent aussi, puis il va y avoir peut-être des appels très importants à réaliser. Évidemment, c'est des discussions qui se font entre les équipes. Puis, écoute, tout ça, c'est interconnecté. Je ne sais pas jusqu'à quel échelon ça va, mais je pense, même le directeur gérant là, du haut de la boîte là, en haut des amphithéâtres, ben, écoute, lui aussi, clairement, il peut avoir son mot à dire là-dedans. C'est des communications qui se font à l'interne très rapidement, puis on peut pas... De ce côté-là, on ne peut pas se permettre d'avoir comme des doutes quant aux standards. Puis je comprends ça parce que ça peut... c'est une décision avec une très haute pression du fait aussi qu'il y a des pénalités qui sont attribuées si on n'a pas raison sur cet appel-là. Donc, les directeurs généraux, clairement, semblent un peu trouver que c'est ambigu, mais je pense que en général, il y a quelques appels cette saison qui ont quelques buts refusés qui ont dévié un peu de la norme pour moi, mais les officiels font quand même un travail qui est acceptable à ce niveau. Puis je pense que la ligne directrice est quand même assez claire de comme, OK, le gardien a la priorité et puis devrait être en mesure de faire son travail là, sans avoir à se soucier de contact là, externe qui n'est pas sollicité. Fait que, c'est ça. Je pense qu'on est peut-être juste un peu sur les nerfs présentement avec les séries qui approchent, les matchs qui deviennent très importants. Puis on veut s'assurer que tout est compris. Mais je pense que ça reste un cas un peu particulier, celui-là. C'était très juste d'amener quand même cette préoccupation-là parce que je pense que ça avait besoin d'être fait. Mais si on compare ça au département de la sécurité, je pense qu'il y a un camp là, clairement où on va assez bien, puis l'autre qui est un peu plus... qui est un peu plus pénible présentement. Donc, c'est un peu ça que j'avais à dire. Ouais, c'est comme tu l'as dit, c'est un cas de raté sur tant d'appels qui ont été repris justement parce qu'il y a eu contact avec le gardien ou peu importe. Puis pour ce qui est de Tim Stutzle, on le voit clairement sur la reprise. La mitaine de Ville-Ousso qui était au bon endroit, mais quand tu descends complètement la mitaine de gardien avec ton bâton justement pour empêcher le gardien de faire un arrêt, c'est un appel qui est clairement manqué de la part des officiels. Faut juste pas que ça arrive au bon moment, parce qu'un but peut faire tellement de grande différence dans un match. Puis, tu voulais rajouter quelque chose juste aussi? juste comme l'envers de la page, c'est que les gardiens, comme s'ils voient que les officiels vont comme
vraiment bannir les moindres contacts, pourrait tenter peut-être aussi de se procurer des avantages, d'essayer justement de faire de provoquer des illusions aux officiels carrément en se frottant à des joueurs ou peu importe. Donc, les gardiens, si on leur donne trop de marge de manœuvre aussi, comme ils vont avoir tendance à pousser la note. Puis je pense que ça, c'est pas nécessairement bon aussi si les gardiens commencent à faire carrément des feintes. Puis à ce moment-là, ça devient un peu. C'est la même chose que les joueurs dès qu'il y a un bâton qui se lève un peu haut, la tête qui recule. Donc, petit spectacle, c'est ça. Je veux pas non plus que les gardiens aient tellement de liberté que ça devienne du spectacle, comme tu le dis. Donc, c'est juste ça qui est comme l'équilibre à trouver. Puis, je pense que il y a quand même... Il faut quand même pas perdre l'identité du hockey là-dedans. S'il te plaît. Parce que c'est quand même une zone où il faut se rendre pour marquer des buts. C'est devant le filet, ça a toujours été comme ça. Donc, à agir avec un peu de précaution quand même. Parce qu'on voudrait pas que le hockey se transforme au foot. Parce que le foot s'est rendu extrêmement spectacle. Et on en a vu un autre spectacle, Philippe, à la Coupe d'Afrique des Nations. Pour vous donner du contexte de ce qui s'est passé pendant la rencontre, c'est un match qui était nivelé après 90 minutes de jeu à la finale de la Coupe d'Afrique des Nations qui affrontait le Sénégal au Maroc. Maroc qui était le pays hôte d'ailleurs. Puis c'était un match où on a vu de la pluie, c'était un match où on a vu des chances complètement ratées. Puis on en a vu une autre alors qu'Ibrahim Diaz a raté complètement son penalty qui avait été accordé au Maroc. Puis là, on a vu les joueurs sénégalais sortir du terrain alors que les partisans sénégalais s'amenaient pour complètement dominer la surface au Maroc. Évidemment que tu vas pas rester là parce que comme on le sait, le foot en Afrique, c'est presque dangereux. Il y a beaucoup d'émotions. Puis clairement que tu veux pas nécessairement être dans les parages quand ça arrive. On comprend, il y a un précédent derrière l'idée que les joueurs sénégalais ont sorti du terrain. Ils n'ont pas juste sorti du terrain parce que ils voulaient plus jouer. Le match continuait. Il menait un but de Pape Ndiaye, si je me trompe pas, pour mener 1-0. Il y a quelque chose qui a fait en sorte que ces joueurs-là ont sorti du terrain. Et là, tout se passe. Ibrahim Diaz, les joueurs reviennent grâce à Sadio Mané d'ailleurs qui a ramené son équipe sur le terrain. Et là, le joueur marocain va rater son penalty. Le jeu se continue. Le Sénégal remporte la Coupe d'Afrique des Nations. Tout le monde est en euphorie. Et là, 2 mois plus tard, tu vas nous appeler puis tu vas nous dire. Puis en plus de ça, c'est le pays hôte qui se fait donner la Coupe d'Afrique des Nations, ce titre-là tellement prestigieux pour tout ce peuple. Puis tu vas me dire que la Coupe est juste donnée parce que dans un règlement, il est dit qu'il est possible que si les joueurs quittent le terrain avant la fin du match, que le match soit déclaré forfait et là, on va donner le résultat de 3-0 au Maroc, d'ailleurs, pour cette performance, entre guillemets-là. Mais juste puisqu'il y a dans les règlements que c'est une possibilité que ça l'arrive, là, le jugement est donné. Mais le jugement, pour moi, excuse-moi, Philippe, mais il est donné beaucoup trop tard. C'est inexcusable. L'appel c'est ça mon gros problème avec ça. C'est les 2 mois. C'est les 2 mois qui se sont écoulés. Tu fais un appel sur le terrain au minimum. Il n'y a pas eu de précédent pour cet appel-là. Tu as eu des conversations, clairement, tu as eu des conversations pendant un bon bout de temps pour en venir à ce constat-là avec la CAF qui, tout d'un coup, va échapper une bombe sur le continent africain, le monde au complet, qui était sur le bout de leur siège pour une finale qui était, ma foi, incroyable. Puis tu fais ça, puis clairement, ça va semer la controverse. T'étais au Maroc. La coupe était au Maroc. Il y a tellement de choses qui ne vont pas. Et pour la continuité de tout ça, évidemment, le Sénégal a contesté cet appel-là. Se rendra devant le jury des sports. Puis, à voir ce qui va se passer avec ça. Mais c'est tellement quelque chose de... écoute, désolé, mon accent, vraiment, mais c'est tout croche. C'est tout croche, cette affaire-là. C'est tellement devenu politique, le foot, surtout en Afrique. Et ça continue de plus belle. C'est un peu ce que j'avais à dire. Désolé si j'étais un peu émotionnel, mais ça fait aucun bon sens. Non, t'as raison de l'être. Puis comme si le règlement est à ce point clair
quelle est la raison de ce délai interminable pour rendre une décision. Ça sent pas bon quand tu vois quelque chose comme ça parce que, tu sais, du fait qu'il y a eu tellement de temps qui s'est écoulé, tu te dis, OK, qu'est-ce qui s'est passé en arrière-plan? Est-ce qu'il y a eu des gens qui ont été compromis? Est-ce qu'il y a eu de la corruption? Parce qu'on sait que ça existe dans ce milieu-là. Donc, cette fenêtre-là qui a été grande ouverte et puis ça laisse libre cours pour moi des actions qui sont des actions cachées là, peut-être qui ne seraient certainement pas dans les règles et dans l'esprit du sport. Donc, écoute, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, comment les engrenages se sont activés, mais je pense qu'il y a eu peut-être des discussions qui n'étaient pas nécessairement là, consentantes aussi. En tout cas, ça laisse une grande place, je crois, pour moi, à l'ambiguïté. Puis on se demande vraiment qu'est-ce qui s'est produit en arrière-plan. Puis c'est comme tu l'as dit, le règlement est là, le règlement est clair. Je pense que vraiment, c'est malheureux parce que ce match-là a été mal géré dans le moment. Là. Du début à la fin, ça a été mal géré. C'est là que, écoute, c'est là vraiment que les problèmes ont commencé. C'est dans le match même. Puis oui, c'est des actions qui étaient anormales, qui étaient peut-être répréhensibles, celles des joueurs du Sénégal. Encore là, ils étaient tellement défavorisés aussi tout au long de cette coupe-là parce que, écoute, on voyait vraiment que le Maroc, quand même, avait un peu les faveurs des officiels, puis je pense que d'autres équipes aussi qui peuvent... Non seulement ça, on a harcelé le gardien substitut pour une serviette. Ouais. On l'a taclé, Philippe. On a ramené ce joueur-là au sol, on l'a pourchassé sur le terrain pendant le jeu, puis il n'y a rien qui s'est passé. En quoi est-ce que tu... Écoute, même sur la rue, sur la Main à Moncton, tu laisserais pas ça arriver à personne. Fait qu'imagine dans un événement d'envergure internationale que tu laisses ce pauvre gardien substitut-là prendre soin d'une serviette comme si c'était son enfant et se faire abuser complètement par des joueurs marocains qui ont sorti de leur propre banc pour venir faire ça. Même des ball boys, je me souviens pas le terme francophone, des ball boys sont venus taper ce gardien-là pendant le match pour avoir cette serviette. Ça fait aucun sens. Rien de tout ça qui fait du bon sens. Et là, on en est venu à l'idée qu'il y aurait eu corruption. Je veux dire, ça finit plus. Il y a rien qui empêche de la spéculation de tout ce qui va se passer pour la CAN, voire même s'il y aura une prochaine édition au Maroc. Par ce précédent-là, le Maroc qui pourrait perdre énormément d'argent, son capital qui pourrait facilement descendre. Et non seulement ça, mais la réputation de ce pays-là va juste tomber en ruine. Et il faut regarder plus loin parce que clairement, c'est politique, c'est devenu politique. On l'a rendu politique. Et tout ça, ça a des répercussions qui seront clairement là au long terme. Et pour le Sénégal, bien c'est juste un pays qui veut ravoir ce qui a clairement été gagné. Ouais. Ça a été de gagner de pur sang, ça a été gagné dans le match, dans l'esprit de la compétition et non pas dans des tribunaux. Et je ne voudrais pas voir un sport tellement populaire comme le foot ou le soccer se rendre à un point où des compétitions se terminent de façon régulière dans des tribunaux devant un juge qui a tellement autre chose à faire que voir de la corruption dans un si beau sport. C'est un peu ce que j'avais à dire par rapport à ce sujet-là, Philippe. C'est dommage. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Puis, écoute, je pense aussi à d'autres scandales sportifs, peut-être de tricherie, quand je pense à ce que les Astros, par exemple, avaient fait dans cette série face aux Dodgers, qu'ils avaient carrément triché en utilisant justement des appareils vidéo, puis écoute, en volant carrément les signaux du lanceur. Pour moi, c'est tellement comme... Oui, puis les Astros, d'ailleurs, on leur a pas retiré ce titre-là non plus. Puis ça, c'était de la pure tricherie. Ça, c'était de la pure tricherie, justement. Donc, écoute, oui, là, on passe d'un sport à un autre. C'est pas nécessairement facile à comparer. Non, mais le contraste, c'est quand même très... Le contraste est fort. Puis...
ce que le Sénégal a fait concrètement. Ils n'ont pas nécessairement triché. Oui, écoute, les règles ont certainement été étirées un peu parce qu'ils ont protesté en quittant le terrain, mais c'est pas non plus de la tricherie au sens propre, j'ai envie de dire. Puis ça a peut-être eu un impact dans le match de, Brahim Diaz n'a pas marqué sur son penalty, mais écoute, on ne sait pas s'il aurait marqué dans un autre contexte ou non, s'il était resté sur le terrain. On peut pas dire, il était un peu froid, il aurait marqué. Sinon, c'est Marc si t'es si bon. Ouais, et vraiment, comme la protestation était légitime. Comme ils avaient toutes les raisons d'être furieux, le Sénégal, et honnêtement, je peux pas tellement leur en vouloir pour avoir quitté le terrain. Je pense qu'il y avait tellement des injustices extrêmes qui étaient faites à leur endroit que quelque part, il faut que tu le démontres d'une façon. Il faut que tu te révoltes. Et c'est ce qu'on a fait. Mm-hmm. C'est ce qu'on a fait. Puis oui, c'est un moment quand même choquant de voir une équipe quitter le terrain, mais au grand mot, les grands moyens, franchement. Puis je pense pas que le Sénégal est tellement... on peut tellement leur reprocher leurs actions dans ce match-là. Et je trouve ça vraiment dommage pour eux de voir que les injustices qu'ils ont vécues tout au long de ce tournoi-là continuent de se manifester 2 mois après l'affaire. Oui, 100%. 2 mois, là. Bien hâte de voir où tout ça va se terminer. Je vous rappelle qu'il y aura des échanges dans des tribunaux du côté du jury du sport. Là, assez de controverses. Philippe, on passe à notre segment sporadique. Et je te parle pas de controverses, mais bon... Les pauvres Américains vont jamais s'en sauver dans cette classique mondiale du baseball. Ils sont encore vaincus pour une 2e année de suite en finale. Le Venezuela qui l'emporte cette année contre toute attente. 3-2, la marque finale. Quelques zéros du match, notamment Eugenio Suarez avec un double décisif en 9e manche, alors que le Venezuela menait 2-0. Et il y a un coup de circuit du côté de Bryce Harper pour niveler la marque à 2-2. Et là, Eugenio Suarez joue les héros en 9e manche. Eduardo Rodriguez, lanceur partant, aussi était excellent. Même chose pour les releveurs du côté du Venezuela. Après cette victoire-là, notamment, tu as vu quelques joueurs s'agenouiller sur le terrain, extrêmement fiers de ce qu'on a fait là, du côté de ce pays, notamment Ronald Acuna Jr., qui est clairement le joueur étoile là, pour cette équipe vénézuélienne. Puis le contexte, dans le fond, le Venezuela va rejoindre le Japon, la République dominicaine et les États-Unis, à des équipes qui auront toutes un titre. Ce n'était que la 6e édition de cette classique mondiale de baseball. Soit tu t'as passé un événement qui devrait peut-être être un peu plus regardé. C'est pas nécessairement quelque chose qui a capté l'attention dans l'actualité là, durant la dernière semaine, mais c'est certainement quelque chose d'envergure qui s'est passé. Bref, non, c'est ça. Félicitations au Venezuela. Super de belles victoires. Puis c'est drôle parce que même Pat McAfee, qui a une émission là, qui fait grandement popularité aux États-Unis, il a même coupé complètement un de ses segments pour mentionner l'idée que les États-Unis avaient perdu. Puis c'était très émotionnel. C'est notre sport, on a perdu malgré qu'on... C'est un peu comme nous aux Olympiques au hockey cette année. Mais écoute, en même temps, c'est leur faute qu'ils ont débarqué avec des chandails de l'équipe de hockey américaine. C'est clairement le karma a frappé vite. C'est clairement des perdants. Donc, le karma a frappé, justement. Et moi, je vais parler de Lionel Messi, Mathieu, parce que Lionel Messi a marqué son 900e but en carrière tout récemment. C'est vrai. Et je pense que c'était hier, en fait, là, ou avant-hier, peut-être. Et c'était dans une cause perdante, malheureusement. Disputait là, la première ronde là, de ces séries CONCACAF, Ligue des champions. Donc, Nashville qui va procéder au prochain tour. Messi, lui, qui évolue pour l'Inter Miami. Et c'est la Ligue des champions de la CONCACAF, justement, qui est en cours. Et donc, défaite pour le clan Inter Miami, mais Messi qui, lui, va atteindre là, un plateau spectaculaire quand même à travers 900, ça. c'est incroyable. Et écoute, à 38 ans quand même, là, continue de une production de podcast l'âge et de compétitionner à un très haut niveau.
C'était son 81e filet avec Miami depuis son arrivée dans la MLS qui s'est faite en 2023. Et écoute, il y a 21 ans quand même qu'il marquait son premier but chez les pros avec Le FC Barcelone, bien sûr. Avec Barcelone. Et toute une carrière pour Messi. C'était un peu la même timeline que Crosby, j'ai envie de dire. C'est vrai. Les 21 C'est vrai, ans. hein. Donc, pas le même nombre de buts, par contre. Non, absolument pas. Peut-être Ovi. Peut-être Ovi, ça se rapproche. Ouais, un autre GOAT de son sport quand même, Messi. Ben oui. Et le GOAT. donc ça le place là au deuxième rang. Quoique, bon, c'est un peu ambigu parce qu'il y en a qui attribuent à Pelé là, 1000 quelques buts, mais selon les données statistiques, je pense que c'est 762 ou quelque chose du genre. Exactement, ouais. Ça c'est le petit astérisque, mais sinon en réalité là, selon les données probantes là, il y a que Cristiano Ronaldo qui est devant Messi. Est toujours actif aussi, Ronaldo, à 41 ans. Invincible. Et 965 conversions dans son cas. Donc, c'est énorme. J'aurais jamais même pensé que c'était... Comme c'est total, là, me semblait impossible pour du foot. Mais apparemment, ça l'est grâce à des athlètes surhumains, on va dire, comme Cristiano Ronaldo. On part du 1 et du 2. Là. Après ça chute à 700. Là. C'est ça. La marge est énorme entre ces deux. À voir où Messi peut se rendre. Écoute, il y a quand même une marge de 3 ans sur Ronaldo. Donc, il y a de l'espace peut-être pour rattraper le numéro 1. Penses-tu que... selon ce que je pense, Messi, soit dit en passant, a des parts dans l'Inter Miami aussi. Je pense qu'il lui reste peut-être une année pour après ça juste prendre sa retraite et s'occuper de l'Inter Miami, peut-être prendre des plus grandes parts dans l'équipe. Je pense pas qu'il va se rendre là, malheureusement, mais va toujours être reconnu comme, selon moi, le meilleur joueur de tous les temps, même si Ronaldo le dépasse côté. C'est un peu la même dynamique entre Crosby et Ovechkin. Crosby, le meilleur joueur, mais Ovechkin a plus marqué dans sa carrière et donc dans certains aspects. Ronaldo, c'est un marqueur de but. Messi, c'est un joueur exceptionnel. Je pense pas qu'il va se rendre, puis tant mieux pour Ronaldo. Avec les âges aussi, ça correspond vraiment un peu. C'est vraiment la même dynamique. C'est vraiment comique. Super. Je savais pas que Messi était rendu si loin. On aime bien voir ça, justement. 900, c'est énorme comme plateau. Nos 3 étoiles de la semaine, c'est à l'instant que ça se passe rapido, presto. Ma 3e étoile, Philippe, c'est un duel double alors que 1000 buts combinés maintenant entre Cole Hudson et Alexander Ovechkin grâce au match d'hier. Le 999e d'Ovi est le premier de Cole Hudson. Oui, c'est un filet désert, mais un but, c'est un but. Inquiète-toi pas, il n'est pas autant bon que Lane Hudson de toute façon. Deuxième sur ma liste, c'est un duo de Canadiens au tennis, puisque non seulement Félix Auger-Aliassime, maintenant 8e mondial, mais Victoria Mboko aussi a grimpé, maintenant 9e au monde, la jeune joueuse de tennis canadienne. Et ces derniers se méritent là, une 2e position. Et finalement, ma première étoile de la semaine, c'est nul autre que le jeune Kimi Antonelli, sa première victoire en Grand Prix. Il l'a fait en Chine. La Mercedes qui est tout feu, tout flamme et le jeune Italien qui en profite. Ça, c'est clair. Écoute, j'ai lu aussi ici qu'il a prolongé son contrat avec l'Inter Miami jusqu'à la fin de la saison 2028. Et donc ce serait... Le Messi. OK, c'est ça. Voilà. Pour mes 3 étoiles, je vais commencer avec un shout. Je fais pas souvent des shouts des Pingouins dans mes 3 étoiles, mais là, je me suis dit, je pense que c'était mérité. Erik Karlsson qui joue présentement du hockey de calibre Norris, selon moi, dans le petit stretch qu'il a eu dernièrement. Comme 10-11 derniers matchs, Erik Karlsson est une menace. C'est devenu vraiment le leader de cette équipe-là pendant l'absence de Malkin et de Crosby. Puis je pense qu'il a bénéficié aussi de... OK. Ouais. D'accord. Vraiment, c'est spécial qu'est-ce qu'il fait présentement.
s'il avait vraiment produit ça sur toute la saison, là, il serait certainement dans la conversation pour le Norris. Wow. Mais c'est un défenseur qui l'a déjà gagné aussi. Puis il y a des raisons pour ça. Je pense qu'il est en train de le montrer présentement. Joue avec une plus grande liberté et puis ça paraît sur 12 à ses 6 derniers matchs. 12 points. Ouais, 12 points, c'est 6 derniers matchs. Ouais. Donc, oui, vraiment incroyable là, de voir Erik Karlsson un peu renaître de ses cendres. Je pense qu'il avait été un peu étouffé par les années Sullivan. Et ça va mieux pour lui. Donc, deuxième étoile, tout simplement Lionel Messi, parce que ces 900 buts-là, ça passe pas inaperçu. Seulement le deuxième joueur à atteindre ce plateau-là, quand même. Donc, quelque chose qui relève d'une extrême rareté. Et on va aussi shout-out le Venezuela au baseball. Je sais que c'était ton sporadique. Il n'y avait aucune manière que je ne les mettais pas sur la première marche du podium cette semaine, parce qu'on est toujours content de voir les États-Unis perdre. Oui, surtout au baseball, parce que c'est leur sport national. C'est ça. C'est le fun d'aller voir perdre. Et cette équipe du Venezuela, vraiment, qui m'a surpris. J'avais pas conscience, je pense, de leur bassin. Leur bassin de joueurs, là, vraiment, dans les grandes ligues. C'est une équipe très talentueuse. Oui, très redoutable. Qui a mérité sa victoire aussi. Donc, absolument. Shout-out. Absolument. Hey, super, comme top 3, moi, le Venezuela, j'en ai déjà parlé. Sinon, c'est sûr qu'il aurait faufilé sur la première marche. C'est ce qui va terminer ce 95e épisode de Dans les Gradins, ou l'épisode. Pourquoi, là? Bienvenue dans le club des 100 points, finalement. Manquait de dire quelque chose qui n'était pas correct à la télévision. Ou l'épisode. L'épisode de Matt Duchesne. Absolument, Matt Duchesne. André Burkowski aussi, il est pas pire. Je vous rappelle que vous pouvez réécouter tous ces épisodes côté audio sur Spotify et Apple Podcasts. Et bien sûr sur la chaîne 9 et 10 de Rogers TV. Sur ce, nous, on se dit bon match. Une production de Podcast NBA.